Il n'y a pas de monde en fait, il n'y a pas de monde. Mais on l'a vu, l'emploi c'est quelque chose qui est fondateur, c'est quelque chose qui fonde la dignité des gens. Et on sent pourtant que dans une vision globale de notre pays, ça peine, on a peine à inverser la courbe du chômage. Apparemment il n'y a pas de solution, aujourd'hui en tout cas à court terme. Alors sans rester trop dans les idées, mais effectivement vous, votre vision de la création de l'emploi, dans une vision plus classique, en tout cas comme on la connaît de l'entreprise, qu'est-ce que vous pourriez nous apporter comme idée là-dessus? Alors on va essayer. D'abord, je suis moi aussi très heureux d'être là ce soir, et notamment en entendant l'enthousiasme que Sophie Keller est capable de retraduire de l'enthousiasme des entrepreneurs. J'étais frappé par ce qu'elle disait avec tout à fait de raison, c'est que les entrepreneurs ont souvent un enthousiasme qui vient de la vision qu'ils ont de ce qui est possible. Et je me dis que finalement, fondez demain, vous êtes des entrepreneurs de la société de demain, et c'est parce que vous aurez une vision claire de ce qui est possible de faire que vous aurez l'enthousiasme qui va bien. Donc c'est un peu un jeu de mots, mais je suis vraiment convaincu de ça. Par rapport au sujet du travail, comme je vais un tout petit peu m'éloigner du discours positif et aimable, je voudrais d'abord effectivement bien fonder le fait que la source de la valeur du travail est non seulement anthropologique, comme Gomez l'a très bien dit, mais elle est même, et au sens propre du terme, théologique. Au sens où je crois vraiment que Dieu a considéré le travail comme constitutif de la dignité de l'homme. Et il y a deux points qui, je trouve, sont extrêmement troublants quand on y réfléchit un tout petit peu. Qu'est-ce qu'a fait Jésus entre 12 ans et 30 ans? En fait, on n'en sait rien, si ce n'est qu'il a travaillé. L'Évangile ne dit rien de ce qui s'est passé entre 12 ans et 30 ans, on dit juste qu'il a travaillé. Bon, c'est surprenant. Et deuxièmement, c'est le fruit du travail de l'homme qui va devenir le corps de Christ. Les paroles de la consécration, c'est le fruit du travail de l'homme. Donc si vous partez de ces deux points-là, ça fonde effectivement la valeur absolument fondamentale de la dignité de l'homme qu'est le travail, d'une façon qui est extrêmement forte. En même temps, la question sur le droit du travail, Thierry l'a très bien posée, mais la vraie question c'est qu'un droit, ça ne sert à quelque chose de donner un droit que si on a une chance d'assumer le fait de donner ce droit. Dire, je vais vous donner un droit au travail si je ne vous donne pas de travail, c'est complètement utopique, ça ne correspond à rien. Et je crois que c'est vraiment là le sujet de fond, d'autant plus que l'espèce de désespérance sociale dans laquelle on est fait que plus personne ne croit au discours. Donc faire un discours sur le droit au travail, si les gens se rendent bien compte qu'on ne peut pas vous en donner, ça n'amène pas très loin. Donc moi je voudrais essayer de traiter simplement deux sujets. L'un qui est peut-être trois pistes très bêtes sur ce qu'on peut peut-être essayer de faire, et non pas du reste pour créer de l'emploi, mais pour donner du travail. On va voir que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis deuxièmement, quel est le rôle de l'État, quel est, compte tenu de l'expérience que je peux avoir avec Oseo, qui était un peu le bras armé de l'État pour les PME, quel peut être un rôle utile ou négatif de l'État. Je crois d'abord que quand on parle de travail, et évidemment les exemples que j'ai pris avec le travail du Christ, ce n'était pas un travail de salarié forcément tel qu'on l'imagine dans les négociations syndicales. C'est l'œuvre, c'est le fait d'agir. Les exemples qui ont été donnés montrent bien qu'il n'y a pas que le travail salarié dans des conditions classiques. Donc je pense qu'il y a clairement deux champs, le champ du travail marchand et le champ du travail qui n'est pas, qui est un petit peu différent. Donc il me semble qu'il y a déjà une piste qu'on doit approfondir et travailler, et vous nous en avez donné des illustrations, c'est le travail encouragé ou de réinsertion ou de bénévolat, qui est un vrai travail,
de la même manière que l'autre, produit, contribue à la dignité de la personne. Et je pense que notamment, il y a des tas de pistes pour que la solidarité, qui est évidemment nécessaire, à la fois coûte moins cher, mais surtout soit moins déresponsabilisante que le fait de la confier au service public ou de la monétiser par des allocations. C'est effectivement la solidarité active des hommes, et sans faire un topo là-dessus, parce que ça nous emmènerait trop loin, simplement de citer effectivement deux ou trois exemples. Il y a des tas d'associations qui font un travail de fait de service public exceptionnel et qui créent un lien social beaucoup plus fort que ce qui peut être fait par le service public lui-même. Je prendrai un exemple que je trouve modeste mais éclairant. Certaines communes ont créé une opération permis. L'opération permis, c'est je te finance ton permis de conduire et en échange de quoi tu viens faire des travaux d'intérêt général dans la commune, dans les écoles, chez les dieux, etc. C'est génial. C'est de fait un travail rémunéré par le permis de conduire qui va être financé. Ça coûte, je crois que dans l'espèce c'était une petite commune moyenne, ça coûtait 50 000 € à la commune dans l'année pour avoir 100 jeunes qui faisaient des choses très concrètes auprès des personnes âgées dans les écoles, etc. Une idée toute bête, mais c'est un travail. Et c'est, bon, il y a évidemment, à travers les entreprises de réinsertion, à travers le guide d'économie sociale et solidaire, qu'il ne faut pas du tout regarder d'une façon systématiquement négative, des tas de pistes que je crois qu'il faut regarder, et à côté, bien sûr, du fait, néanmoins, de se poser la question, et je vais traiter maintenant, du travail marchand. Sur le travail marchand, moi, je crois qu'il partirait d'une idée très bête, c'est que puisque c'est un travail marchand, c'est un travail qui est vendu, et qu'il faut donc trouver une manière de l'acheter de manière durable. Qui, aujourd'hui, peut acheter du travail d'une façon durable. Et pour faire simple, il me semble qu'il y a deux sujets. Est-ce que le sujet en termes de géographie, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait développer ou pas de l'emploi acheté par nos concitoyens? Et puis, il y a l'autre aspect qui est d'aller vendre de l'emploi, c'est-à-dire les produits ou les services qui sont composés par cet emploi, sur des marchés émergents, c'est un autre sujet. Sur l'emploi créé en France, on se dit qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas faites. Il y a des tas de gens qui, finalement, aimeraient bien faire repeindre leur maison, ou faire des travaux, et ne le font pas parce que c'est trop cher. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est trop cher? On ne va évidemment pas faire un débat sur le prix de la peinture. Je crois simplement qu'il y a une réflexion à avoir, et vous allez voir que c'est une autre manière de poser la question de la compétitivité. Vous savez qu'aujourd'hui, un salarié lambda perçoit 100 quand ça coûte 200 à l'employé. En gros, entre les charges dans les différents sens, c'est à peu près ça. Et encore sur ces 100, il va effectivement payer des taxes, des impôts, etc., notamment en gros 20% sur ce qu'il achète en TVA, ce qui veut dire qu'effectivement son pouvoir d'achat est finalement relativement limité par rapport au coût du travail. Et si vous vous dites que ce monsieur qui perçoit 80 ou 100, justement c'est lui qui pourrait faire repeindre sa maison, réparer sa voiture, acheter des ordinateurs éventuellement d'occasion, en fait, s'il perçoit 100, mais que pour acheter une heure de travail, ça lui coûte 200 plus les marges de l'entreprise, ça passe plus. Et en fait, c'est ce décalage entre les 200 et les 100 qui fait que le système coûte trop cher. Et avant même de savoir si on est compétitif par rapport à l'Allemagne ou pas, on est plus compétitif en interne. Ça veut dire que les gens qui perçoivent de l'argent n'ont pas assez pour acheter du travail. Donc là, il y a un vrai sujet sur une manière différente, effectivement, de compenser une partie des charges. Vous savez, on va pas reprendre un débat qui a été malheureusement politisé bêtement, qui était celui du fait de déplacer une partie des charges sociales sur une TVA anti-délocalisation. Je pense qu'il y a là des pistes
qui sont tout à fait intéressants. Deuxième sujet est nouveau. L'emploi, il faut le vendre, il faut valoriser, vous l'avez bien dit tout à l'heure, pour les savoir-faire dans la chaussure. Ça veut dire qu'il faut trouver des marchés. Or, dans une période où les pays européens sont effectivement avec des économies très moroses, c'est pas dans ces régions qu'on peut créer de nouveaux marchés, c'est dans les zones émergentes. C'est dans les pays en croissance. Et donc ça veut dire qu'il y a un énorme chantier pour entraîner des entreprises françaises à se développer à l'international. Ce qui fait la différence aujourd'hui, vous le savez, entre l'efficacité et donc la croissance de l'économie allemande par rapport à l'économie française, c'est que l'économie allemande est beaucoup plus exportatrice, parce que beaucoup plus d'entreprises allemandes sont allées conquérir des positions commerciales, parfois aussi conquérir des filières. C'est un sujet sur lequel là aussi il ne faut pas être dogmatique. Pendant longtemps, on disait quand une entreprise va à l'international, c'est pour délocaliser. Il y a des exemples effectivement malheureux de délocalisation. Et bien sûr, c'est pas la voie à encourager. Mais vous avez aussi beaucoup d'entreprises qui vont à l'international pas pour délocaliser, mais pour conquérir des positions. Je vais prendre un exemple d'une entreprise rencontrée il n'y a pas très longtemps. L'entreprise des produits laitiers, le groupe Sonome. Aujourd'hui, ils sont effectivement à fond sur l'international, en se disant, et je vais prendre, ils vendent des produits frais. Les produits frais, c'est très difficile à transporter dans l'ensemble du monde. Et donc, ils ont considéré que c'était plus malin de créer leur marque d'abord par du surgelé. Donc, ils rachètent des affaires de surgelé dans le monde pour pouvoir demain vendre des produits laitiers français. C'est un raccourci. Et ça veut dire que, vous voyez, c'est pas parce qu'on achète des entreprises à l'autre bout du monde que forcément on délocalise. Ça peut être pour ouvrir des marchés. Donc là, je crois, un énorme chantier pour entraîner d'abord un dynamisme entrepreneurial dans le pays, mais aussi pour entraîner les entreprises françaises à s'internationaliser. Ça ne veut pas dire se délocaliser au mauvais sens du terme, ça veut dire aller chercher des marchés. Bon, je ne vais pas plus loin sur ces sujets, et je suis trop long. Juste un point sur le rôle de l'État. En disant que, et là aussi il ne faut pas être dogmatique, il faut essayer de comprendre ce qui est efficace. Et je crois vraiment qu'il faut relire Keynes, parce que vous évoquez tout à l'heure le fait qu'il y a un moment où après la crise, il faut sans doute un rôle utile de l'État, je crois. Je pense effectivement tout à fait, et par exemple qu'Oseo a pu jouer un rôle utile. Oseo faisait trois choses, et avec une méthode que je vais vous décrire très simplement. Oseo essayait d'entraîner l'innovation des entreprises, l'investissement dans les entreprises et l'internationalisation des entreprises. On parlait des 3 I, innovation, investissement, internationalisation, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et le fait à travers un outil très simple qui est la garantie. La garantie, c'est partager le risque avec les investisseurs ou les banquiers. Pourquoi est-ce que beaucoup d'entreprises sont un peu frileuses? Globalement quand même, parce qu'elles ne savent pas comment financer durablement l'entreprise sans perdre le contrôle. Les marges sont réduites, les banquiers ne suivent pas. Si ouvrir le capital vous fait perdre le contrôle de la boîte, vous y allez pas. Donc il y a un gros sujet pour effectivement entraîner les banquiers, entraîner les investisseurs, et pour ça il faut partager le risque. Cet outil de la garantie est un outil qui, en gros, comme très peu d'entreprises, heureusement tout n'est pas perdu, donc en gros il faut avec 7 euros, vous garantissez 100 euros d'investissement. Vous voyez l'effet de levier qui est considérable. Donc on voit là comment de l'argent public peut entraîner de l'argent privé
pour générer un effet de levier. C'est-à-dire, on va donner 7 de garantie à des banques qui vont prêter 100, je caricature un peu pour en gros c'est ça, pour investir dans l'économie réelle. Là, vous voyez le rôle d'un outil public intelligent, non pas pour se substituer à de l'argent privé, mais pour entraîner l'argent privé. Deuxième exemple sur Oseo. Oseo est une entreprise publique, et je pense que ça aussi, ça doit faire réfléchir. Vous savez, souvent, quand on dit une boîte publique qui ne marche pas, il faut la privatiser. Il y a des cas où il faut peut-être privatiser, et je ne veux pas être dogmatique là-dessus, il y a des cas où ça s'impose, mais il y a aussi des cas où il est nécessaire que l'État conserve des outils, et pour autant qu'ils soient efficaces, et gérés comme du privé. En 2008, lorsque l'économie s'est complètement arrêtée et que les banques ne suivaient plus le financement du court terme, si l'État n'avait pas conservé un outil public pour prendre du risque, je pense qu'il y aurait eu une casse bien supérieure. En revanche, et c'est ça qui est intéressant, Oseo, donc si Oseo avait été privatisé quelques années avant, ben, l'État n'aurait pas eu cet outil. En revanche, et c'est ça qui est intéressant, cet outil était efficace parce qu'il était géré d'une manière complètement privée. Il n'y a pas un fonctionnaire chez Oseo, la moyenne d'âge est à 32 ou 33 ans, et c'est géré exactement comme une boîte privée. Donc ça fait réfléchir sur le fait que l'État peut jouer un rôle à la condition, effectivement, non pas, c'est ça la relecture de Keynes, autant la dépense publique, vous savez, vous voyez des tas de braves gens plein de bonnes intentions, notamment dans les collectivités locales, qui disent on va dépenser de l'argent parce que si on refait les ronds-points et si on dépense de l'argent dans l'économie, ça crée de l'emploi. Ça, c'est une vraie sottise, parce qu'en fait, c'est un système dans lequel vous injectez 100, mais comme cet argent, il vient des impôts, il est repompé sur l'économie, et c'est le système, vous connaissez le petit dessin de Faisan, qui était la critique du socialisme, puisque le fait que l'économie est trop redistributive, c'est du socialisme, où vous aviez tout un tas de jolis petits moutons avec leur laine sur le dos, et puis quelqu'un se met à se dire, ils vont avoir froid l'hiver, donc on va s'en occuper. Alors, vous avez plein de gens, il y en a un qui tombe, l'autre qui coud, le troisième qui machin, un quatrième qui tricote, puis quand on enfile le pull qu'on a tricoté au mouton, ça arrive que là, parce qu'effectivement ça a coûté trop cher de faire toute cette économie de transformation. Une bouteille, simplement donc, pour dire que la dépense publique, je crois, ne crée pas de richesse. En revanche, l'investissement rentable à travers des outils comme la garantie, il y en a d'autres. Par exemple, le Project Bonds, qui est un truc européen, qui est une forme de garantie, c'est-à-dire partager le risque avec l'investisseur dans des investissements rentables, c'est-à-dire soit développer les entreprises, soit, par exemple, dans les investissements rentables, vous avez tout ce qui est équipement des maisons contre la déperdition énergétique, c'est extrêmement rentable parce que vous dépensez 1 000 € pour refaire l'étanchéité de vos maisons et vous économisez 500 € par an. Donc c'est rentable. Donc effectivement, l'investissement qui peut être fait peut se rentabiliser, créer de la valeur. Voilà, j'ai été trop long, je vous demande pardon, mais je pense que ça montre simplement effectivement que le point essentiel, c'est d'abord, je crois, de ne pas être dogmatique, c'est vraiment de se dire qu'il faut essayer de donner, le mot est très beau, du travail, pas uniquement de l'emploi salarié, mais qu'il y a certainement des tas de choses à faire dans le domaine de la solidarité, et qu'il y a effectivement ensuite à valoriser ce travail, et que pour valoriser ce travail, c'est en fait le fait d'entraîner les entreprises à être efficaces et notamment aller chercher des marchés internationaux. Quand on vous parle d'une entreprise qui investit à l'étranger, ne vous dites pas que c'est simplement pour délocaliser, ça peut être une formidable manière de valoriser le travail français sur d'autres marchés. Merci Nicolas. Et puis quand on délocalise 30 emplois français en Roumanie et qu'on crée 30 nouveaux emplois roumains, est-ce que c'est des moins bons emplois? Il n'y a personne qui me répond. Je vais passer à la question suivante.